Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous allons discuter du Panama avec Julien d'Oseille TV. Julien, comment est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Non, toujours avec plaisir. Donc ça fait un bout de temps que tu es au Panama. Hein. Ça fait combien d'années? Ça va faire 6 ans là dans un mois, pile. Un peu moins d'un mois. Donc tu pourras bientôt faire une demande de citoyenneté? C'est déjà en cours. Ah, c'est déjà en cours. Oui, c'est au bout de 5 ans que tu commences. Donc, ok, donc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent sur Internet, une fois qu'on a la résidence au Panama, au bout de 5 ans, on peut faire une demande de citoyenneté. Mais en fait, c'est assez compliqué d'avoir le passeport. C'est compliqué, c'est surtout que ça prend du temps. Bon, déjà, ils ne vont pas le donner à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont vendu le Panama comme vous venez une fois tous les 2 ans, au bout de 5 ans, vous pourrez demander votre passeport avec aucune attache dans le pays. Ça, quand vous lisez ça dans un blog, c'est qu'on vous vend du vent, on vous vend une résidence ici et ensuite, voilà, vous n'aurez pas le passeport comme ça. Il faut pouvoir prouver que vous avez des attaches avec le pays. Comme le Paraguay. Oui, possiblement, comme beaucoup de pays à travers le monde. Il y a assez peu finalement de pays où c'est des résidences pure papier, elles se font de plus en plus rares. Les gouvernements ne sont pas non plus débiles, ils veulent que les gens vivent vraiment dans le pays et des attaches dans le pays pour leur donner le passeport. Donc ici déjà, il faut avoir eu une vraie vie pendant 5 ans ici. Ça ne veut pas dire de passer les 5 ans entièrement, mais au moins 6 mois l'année facile. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, le process est plus long que ce qu'on pourrait lire sur certains blogs, on va dire. Moi, là, je suis à la première année, mais j'ai des amis qui sont à 4 ans. Il faut attendre souvent 3-4 ans avant de commencer à avoir le passeport. Ça peut voire plus, j'ai entendu des gens qui attendent depuis une dizaine d'années. Ouais, bon, ceux-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas des bons avocats, ça veut dire que leurs files sont vraiment pas au bon endroit dans les piles. Ils étaient perdus quelque part. Qui connaissent personne. La réalité, c'est comme beaucoup de pays d'Amérique latine. Si votre avocat, c'est une grosse law firm locale, elle a des connexions et elle peut faire avancer les choses. Mais ouais, il faut compter 3 ans, 4 ans à peu près. Ouais. Ah, ce sera un bon jour, le jour où tu auras ton passeport panaméen. Ça sera cool. C'est vraiment intéressant. Et donc, pourquoi est-ce que tu as choisi le Panama? C'est que tu aurais pu aller n'importe où dans le monde. Il y a d'autres pays où il y a le même système de taxation territoriale. Tu aurais pu aller au Nicaragua, au Costa Rica. Bon, tu avais fait Dubaï, on a déjà fait une vidéo sur Dubaï, on ne va pas parler de Dubaï cette fois-ci. Mais donc, pourquoi spécifiquement le Panama? Ça ne va pas être la meilleure réponse à laquelle tu t'attends. C'est parce que j'avais un très très bon ami qui était ici. Et c'était très simple pour moi d'avoir la résidence à ce moment-là. Il avait des connexions directement pour m'obtenir la résidence. Donc c'était un peu un no-brainer. Mais en vrai, au moment où je suis venu ici, j'étais venu qu'une fois, une journée dans ma vie, avant de faire la résidence ici, donc je n'avais pas beaucoup d'expérience ici. Et je regardais beaucoup plus l'Asie du Sud-Est notamment. Mais avec du recul, je suis content d'être venu ici parce qu'en Asie du Sud-Est, ça m'aurait peut-être rendu feignant, dans le sens où la vie est vraiment pas chère. Et je vois beaucoup de gens qui ont fait du business web de la même époque que moi. Et je suis à un niveau qui est différent maintenant et sans aucune vantardise, rien, mais je pense que ça m'a poussé vers l'avant d'être dans un pays qui est un peu cher si on compare avec de l'Asie du Sud-Est. Et au départ, quand je suis arrivé, c'était un peu la douche froide parce que je revenais justement d'un trip d'Asie du Sud-Est pour un peu comparer, je cherchais mon nouveau point de chute. Et effectivement, quand on arrive sur place, le rapport qualité-prix, quand on compare avec je sais pas, de la Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam, le rapport qualité-prix, il n'est pas bon ici en comparaison, si on compare avec ça. Par contre, il peut être bon si on compare avec d'autres choses. Ouais, une fois qu'on prend la fiscalité en compte, si on gagne assez d'argent, le Panama, ça a beaucoup de sens. Si c'est un peu tendu au niveau de l'argent, il ne faut vraiment pas venir au Panama, vous serez malheureux. Ouais, si vraiment, vous n'avez pas un budget au minimum de en tant que célibataire, 3-4 000 par mois à dépenser dans votre lifestyle, si vous n'avez pas à dépenser, oui. C'est pas vous gagner 3-4 000. Vous êtes capable de les dépenser en tant que célibataire. Si vous n'avez pas ça à dépenser, vous n'allez pas être très content. Enfin, vous n'allez pas avoir le bon appart avec la bonne vue, vous n'allez pas avoir les bonnes amenities dans votre tour, vous n'allez pas pouvoir sortir comme vous le voulez, etc. Donc, ça ne vaut pas le coup. Il y aura des destinations qui seront bien mieux pour vous si vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas ce budget à dépenser par mois. Ouais, vous allez au Nicaragua, tout simplement. Ça ne coûte rien, c'est très agréable. 1 500, 2 000, on doit pouvoir vivre. On vit très bien avec ça. Et après, quand vous avez plus d'argent, clac, vous venez ici. Donc ça, mais ce n'est pas la même chose non plus. Au Nicaragua, il n'y a pas de ville qui soit comparable à Panama City. À Panama City, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va dire que il y a vraiment cette vibe US quand même. C'est une ville très, très américanisée, on peut le dire. Mais avec beaucoup plus de liberté. Je pense qu'aux US, on vous fout quand même beaucoup plus la paix ici.
C'est mon point de vue. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le service postal, ils sont seulement en train de commencer à le développer. Vous ne recevez pas de courrier ici. Donc déjà, vous ne recevez pas de mauvaises nouvelles. C'est déjà la première chose qu'il faut savoir. Mais c'est vraiment, il y a un sentiment de totale liberté ici. Donc un des points amusants du Panama, c'est que c'est assez facile d'avoir une arme. Donc, ouais. est-ce que tu as pris une arme ici? Est-ce que tu as acheté une arme? Oui, j'ai un port d'armes et donc un port de détention et un port de pouvoir me déplacer dans la rue avec mon arme. Ouais. Ok, donc explique-nous le processus. Alors, en fait, c'est pas très compliqué. Alors, c'est pas au niveau du Texas où on vient juste avec sa carte d'identité, on choisit son arme et on repart. Là, c'est quelques steps de plus, mais on n'est pas au niveau de, à mon avis, beaucoup de pays en Occident qui doivent être beaucoup plus compliqués là-dessus. Ici, il suffit d'aller dans une armurerie et c'est l'armurerie qui va s'occuper du process en fait pour obtenir le droit de se déplacer et le droit de détenir une arme. Et donc, le process, il est un peu inversé. Je ne sais pas si c'est vraiment intuitif et si c'est comme ça dans les autres pays du monde, mais il faut d'abord acheter son arme, alors que vous n'avez pas le port d'arme, mais vous achetez votre arme et c'est avec le numéro de série de cette arme qu'ils vont commencer le process pour vous obtenir justement le port d'arme et la détention d'armes. Donc ça se passe comme ça. En plus de ça... Et en fait, je crois que chaque permis est lié à une arme. Oui. Donc à chaque fois, il faut un permis différent pour chaque arme, non? Non. En fait, à l'arrière de la carte, tu as, je ne l'ai pas là sur moi, mais sinon, à l'arrière, tu as un tableau avec toutes les lignes. Et je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais au moins une dizaine d'armes tu peux mettre dessus. Ok. Facile. Et après, si tu n'en as plus, je ne sais pas. Bah, j'ai pas demandé. Une autre carte, ouais, peut-être une deuxième carte, ou ils te mettent une rallonge, un post-it en dessous. Je n'en sais rien. Mais bon, déjà, si vous en avez une dizaine, vous êtes pas mal protégé. Mais donc, le processus, il est comme ça. C'est l'armurerie qui s'en occupe pour vous des démarches administratives. En plus de ça, il faut donc faire un test d'urine, comme quoi vous ne prenez pas de drogue. Ça va, ça s'est bien passé pour toi? C'était chaud. C'était pas difficile pendant un mois ou deux? Non, je prends ni drogue, ni alcool, ni rien. Je prends rien, donc c'est facile pour moi. Très facile. Donc ouais, ils font le test et en plus de ça, il y a une formation qui aura à peu près 1 heure. Elle peut durer plus ou moins si vous êtes totalement novice, ce qui était mon cas. Moi, j'avais tiré qu'une fois dans ma vie quand j'étais adolescent. Donc bienvenue la formation. Ouais, parce que une arme, on a beau dire, enfin la plupart des hommes, c'est le côté macho, bah oui, je peux tirer avec une arme. Non, c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile que ça, parce que surtout un 9 mm, je pense une carabine, ça va, tout le monde n'aurait pas de problème, il n'y a pas de recul, etc. Un 22 long brief, ça va. Mais dès qu'un 9 mm, ça fait du bruit, il y a du recul, s'il n'est pas trop gros, ça bouge quand même pas mal. Il y a le côté psychologique, au-delà de l'aspect physique de tirer avec une arme, il y a l'aspect psychologique de se dire qu'entre les mains, tu as quelque chose que si tu te tournes, tu peux buter quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc c'était le bienvenu le cours. Donc, sincèrement, je ne suis pas le gros macho qui dit ouais, non, un flingue, je prends, je vais être ok. Ouais. Non. Et même au-delà de ce cours, je pense que quelqu'un qui serait un peu dans ma situation, qui n'a pas trop tiré dans sa vie avant, eh bien, de prendre plusieurs autres cours, c'est pas très cher ici. Je crois que c'est $80 de mémoire, 80 ou $100 l'heure avec un instructeur. C'est un ancien policier, super gentil, il t'explique tout bien et tu finis par être confortable avec le fait de manipuler une arme, ce qui n'est pas instinctif. Ouais. Et tu as le droit de te promener avec, c'est ça qui est drôle? Ouais, mais par contre, pas visible. Okay. C'est-à-dire que vous devez mettre une veste ou alors il doit être sous votre t-shirt, voilà, avec un holster. Donc en gros, quand tu vas aux toilettes, tu as un flingue qui te tombe, quoi. Ouais, faut faire gaffe. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle à Panama, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des restaurants où c'est marqué, il y a une pancarte, pas d'armes, pas tous les restaurants. Il faudrait faire attention, je pense qu'il y a les administrations où vous ne pourrez pas aller, les banques, quelques restaurants qui ne veulent pas d'armes. Mais sinon, vous pourriez aller un peu partout, ouais, je pense. Avec mais ils sont assez laxes. Donc, un de mes avocats m'expliquait ici qu'il y avait quelqu'un, il avait été pas content, je sais pas, dans un magasin, il a sorti son flingue, il s'est mis à tirer sur le plafond. Et en fait, la police lui a juste confisqué cette arme. Mais les autres armes n'ont pas été confisquées. Là, c'est très borderline. Mais ouais, pourquoi pas. Bon, peut-être qu'il avait des connexions. Cool. Et donc, donc il y a le port d'armes que tu aimes bien, le fait qu'on te laisse en paix. Au niveau des impôts, bon, on ne va pas trop parler de ça, mais de manière générale, si vous structurez bien vos affaires, tous les revenus de sources étrangères, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts dessus, donc c'est quand même assez agréable. Donc ça, c'est un avantage. Et qu'est-ce que tu penses un peu du lifestyle d'un point de vue, les gens, les expatriés, tout ça? Est-ce qu'il y a une communauté intéressante? Ouais, je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup moins de turnover, par exemple, qu'à Dubaï, qu'on avait comparé, où il y a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent. Ici, les gens... Ça, je vais te couper, mais Dubaï, c'est typique. Les gens, ils viennent,
ils sont tout motivés, tout excités. Dubaï, Dubaï, Dubaï. Incroyable. Ça parle que de ça. C'est sur le social media. Ah, c'est sécuritaire, blablabla. Bla, bla, bla. La moitié, au bout de 2 ans, ils partent. Et ouais, ils sont malheureux, ils n'en peuvent plus, ils partent. Alors que c'est vrai, ici au Panama, c'est difficile de tomber vraiment amoureux du Panama en tant que wow, c'est ce qu'il y a de mieux dans le monde, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le monde. En fait, il n'y a pas l'effet coup de cœur pour Panama, c'est vrai. Voilà, c'est juste une décision très logique de venir ici et une fois qu'on est ici, c'est très confortable. C'est ça. Donc au niveau des connexions, j'ai des amis qui sont là depuis, on a des amis en commun d'ailleurs, qui sont là depuis 20 ans. La plupart des gens qui sont arrivés en même temps que moi sont encore ici. Donc ouais, j'ai un petit réseau d'amis, je suis très content de ça. C'est des gens, c'est du bon calibre en investisseur d'ailleurs, en businessman, les gens qui sont ici. C'est vachement plus sous les radars qu'à Dubaï, il n'y a pas d'exubérance. Enfin, tu as bien vu quand tu te balades dans Panama, tu n'as pas les Lambeaux. Bon, tu en as quelques-unes à Costa del Este, mais c'est minime par rapport à d'autres destinations. C'est pas du tout bling-bling. Je pense que le Panama a été sous le feu des projecteurs à cause des Panama Papers, mais sinon, les gens qui sont ici, c'est plutôt des gens qui sont sous les radars, tranquilles, ce qui me convient très bien. Donc voilà, pour les amis, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est qu'il y a près, je crois, de 80 banques au Panama. Donc vraiment, il y a un gros secteur financier. Ouais. Et il y a du bel immobilier, des superbes penthouses. Il y a vraiment de quoi vivre de manière très, très confortable. Et comme tu le dis, c'est pas une culture qui est bling. Donc il y a des gens avec des énormes fortunes au Panama. Mais bon, tu leur donnes pas l'heure dans la rue. Voilà, tu les regardes dans la rue, ils sont en claquettes, détendus, alors qu'à Dubaï, ils seraient un peu plus flash. Ça attire pas le même genre de gens. Non. Les gens qui veulent être flash, s'ils viennent au Panama, ils vont pas être très heureux. Non. Bah non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de manières de flasher en fait au Panama. Et puis c'est vite capé. Enfin, à Dubaï, il n'y a pas de limite. Ici, bon, déjà, si tu as ne serait-ce qu'une Porsche, même pas le modèle le plus ouf, tu es déjà dans le top du flashy, tu vois. Alors qu'à Dubaï... alors que les voitures sont pas chères ici. Non, elles sont pas chères en plus. Elles sont pas chères. Plein de gens peuvent avoir des Porsche, mais bon, les gens sont contents dans un Prado ou quelque chose comme ça. À Dubaï, ce qui était drôle, c'est quand il y avait les Lamborghini, tu sais, le 4x4 là, qu'ils ont sorti, le Urus. Donc déjà, c'était un peu la folie d'avoir ça normalement. Mais là-bas, un Urus, bon, c'était une voiture, bon, c'est un K qui passe, quoi. Et en fait, pour que vraiment les gens se retournent un peu et que ça soit un peu incroyable, c'est les Urus préparés, Mansouri, machin. Donc, c'est des préparations qui coûtent quasi la moitié du prix de la bagnole. Enfin, c'est un autre niveau d'échelle. C'est pareil, les classes G qui coûtent $150 000, c'est la Fiat Punto française, quoi. Là-bas, t'en vois partout. Vraiment, pour que tu te retournes, c'est des préparations incroyables ou alors des Bugatti Chiron, des trucs comme ça où t'en vois très peu dans le monde. Et là-bas, toutes les semaines, tu peux en voir une, quoi. Un exceptionnel. Et je crois que ça nous amène aussi à un point qui est intéressant d'un point de vue famille. Le Panama est sans doute un pays bien plus agréable pour avoir une famille, en termes école, en termes environnement, en termes mentalité, plutôt que d'autres destinations. Alors là, je ne mettrais pas ça en porte-à-faux avec Dubaï. Je pense que c'est pas mal niveau famille. Après, ça ne s'adresse peut-être pas au même profil. Le truc, c'est que Dubaï, moi, ce qui me dérange avec Dubaï, c'est que tout le monde est obsédé par l'argent. Il n'y a que ça qui compte. Donc, quand tu as des enfants qui sont adolescents, ils ne parlent que d'argent. Ces écoles internationales à Dubaï, tous ces enfants, ça ne parle que de marques, que d'argent, l'argent de papa. Non, il n'y aurait pas ça ici. C'est vraiment malsain. Vrai. De ce côté-là, peut-être, ce serait moins malsain. Mais globalement, oui, c'est des bons endroits en famille. L'air est sain. Ça, c'est un truc, moi, qui me plaît beaucoup et j'ai expérimenté d'autres villes à travers le monde. Panama, ça a la chance d'être une grosse ville d'1 million d'habitants, américanisée, très conveniente, très sympa à vivre. Et en plus de ça, de ne pas être pollué. On a un index de pollution qui est extrêmement faible. C'est 4 à 6 fois moins pollué qu'un Dubaï ou des choses comme ça. Et dès qu'on veut, on peut prendre la voiture, il y a des parcs nationaux ou des vols internes, aller aux Caraïbes, aller dans des îles, tout ça. Ou aller, justement, là, demain, je vais en Colombie, c'est, je sais pas, 1h30 de vol, je sais pas, $200 l'aller-retour, et je me retrouve à Medellín, quoi. C'est vraiment très agréable. C'est le hub de l'Amérique latine. Panama, ça connecte partout. C'est très agréable, ça aussi. L'aéroport est à 15 minutes du centre-ville. Copa est toujours à l'heure. C'est la compagnie la plus à l'heure, donc c'est la compagnie locale. C'est la plus à l'heure d'Amérique latine et c'est le hub. Vraiment, on peut aller, ça dessert bien. Et on peut faire même des vols très très longs. C'est-à-dire que d'ici, on peut aller jusqu'à Istanbul. Il y a un direct. Donc, plusieurs fois par semaine. On peut se déplacer même à vision
très grande échelle, tu vois. On peut aller, Istanbul, tu es au milieu du monde et après, tu n'es plus qu'à un pas d'aller à une destination asiatique, tu vois. Donc, pas mal. Donc les deux gros hubs, dans le fond, c'est Miami et Panama. Quoi, Après, bon, il y a toujours Mexico et aussi Sao Paulo qui sont vraiment très gros. Mais d'un point de vue accessibility, c'est vraiment un pays où c'est facile d'avoir la résidence, de s'implanter, de créer vraiment le centre de ses intérêts vitaux. Ouais. Et puis c'est un pays où je reviens finalement, parfois tu peux avoir ce truc de shiny object syndrome, tu vois. J'ai eu 2 fois la période Dubaï, parfois ça m'arrive de me demander est-ce que je serais pas mieux ailleurs, et finalement je reviens toujours là, et ça fait 6 ans, ça dure bien, et je me sens vraiment bien ici. Ouais. Et donc qu'est-ce que tu penses de l'immobilier ici? J'ai pas acheté ici, j'ai bien fait, ça m'a fait gagner de l'argent de louer, en comparaison de la manière dont l'IMO a descendu. Là, je pense qu'il commence à bottomer bien. Je pense, enfin, ça bouge plus, ça reste stable autour des 2000 et quelques dollars du mètre carré ici. Ouais, c'est pas cher et les rendements sont mauvais. Ouais, voilà. Mais c'est pas cher. Ouais, voilà. C'est pour une ville internationale, c'est vrai que du 2000 dollars du mètre carré, c'est correct. On peut même aller chercher en dessous. Hein. Je disais dans une autre vidéo j'ai un ami qui a fait un coup de fusil, qui a réussi à acheter en dessous de 1000 dollars du mètre carré en centre-ville, à quelques centaines de mètres d'ici. Donc il y a des coups de fusil à faire. Après, le problème, c'est que c'est la mentalité locale quand vous voulez louer vos biens. C'est que tout le monde aime avoir une tour qui est neuve. Elles vieillissent très vite. La maintenance n'est pas bonne. Donc d'acheter dans ces grandes tours, enfin, moi je ne vois pas l'intérêt sincèrement, et je préfère louer. Les loyers ne sont pas très chers pour le coup en comparaison de ce que tu as. Je dirais l'intérêt ici, c'est soit pour avoir la résidence. Oui, là ça peut être intéressant. Là ça a du sens. Ou les gens qui veulent vraiment diversifier, les gens qui ont pas mal d'argent et qui veulent vraiment diversifier, qui ne s'intéressent pas trop au rendement, qui veulent juste de l'argent en zone dollar, dans une jurisdiction qui est sécure, un peu loin de tout. Donc ça a du sens. Mais sinon, en tant que pur investisseur, c'est vrai que c'est difficile de faire le cas. Bon, il y a d'autres petits marchés qui sont peut-être un peu plus intéressants, je trouve, au Panama, Boquete dans le nord du pays, Bocas del Toro, qui ont vraiment du potentiel de upside. Même dans le Casco Viejo, parce que là, je disais, le problème fondamental, c'est ces grandes tours. Vous regardez les tours qui ont 15 ans, c'est atroce. Et pourtant, il y a 15 ans, c'était de la top tour. Ouais, comme à Dubaï. Hein. Oui, comme beaucoup de pays qui font pousser comme des champignons des immeubles. Donc je pense qu'en sous-marché qui pourrait être intéressant, où il y aurait peut-être le bien ne deviendrait pas moche, ça serait d'acheter dans le Casco Viejo, donc qui est la vieille ville de Panama, ces petits bâtiments coloniaux. Il y a parfois, on peut acheter juste un appartement, juste un tronçon de ce bâtiment. Et là, ça restera beau parce que c'est beau depuis 100 ans. Voilà, c'est comme de l'haussmannien à Paris. Ça plaît toujours, tu vois, ça passe pas de mode quand ça a été bien pensé, c'est joli, c'est des beaux bâtiments. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc tu as parlé un peu plus tôt de la pollution, est-ce que tu peux nous parler un peu du climat, comment tu le ressens? Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais moi c'est un climat qui me va très très bien, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de variations, 29-32 toute l'année, grosso modo, avec quelques petits pics de temps en temps, mais 29-32 c'est lisse comme ça. Après, il y a quand même une saison des pluies. Et ça, il faut le prendre en compte si on est quelqu'un qui aime faire beaucoup d'activités en extérieur. Alors moi, ça va, je bosse tout le temps, je suis chez moi, donc quand il pleut, j'adore, ça me relaxe. J'adore ces grosses pluies qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai qu'il y a 7 mois à l'année où 2 fois par jour, alors c'est comme si c'était sur un métronome. Hein. Donc en vrai, c'est rare que... Enfin, en 6 ans ici, je me suis retrouvé peut-être 2 fois, 3 fois vraiment en extérieur, purée, ça tombe, qu'est-ce que je fais? Tu vois, tu vas être trempé quoi, si tu rentres à la maison d'un coup. J'ai loué un scooter la semaine dernière et je me suis retrouvé 2 fois complètement. Ouais, ça dépend de ton style de vie. Si tu es souvent en extérieur, c'est un truc à prendre en compte qui peut être négatif sur le climat. Moi, il me convient parfaitement parce que j'adore ce range de température qui peut être trop chaud pour certains. Pour moi, c'est juste avant que ça soit trop chaud, donc c'est bien. Et c'est une pluie qui n'est pas froide. C'est pas une pluie froide, c'est une pluie qui me relaxe. Moi, j'aime bien. Elle tombe toujours un peu à la même heure. Elle tombe souvent le matin et matin-midi, quoi, à peu près. Et une fois en toute fin d'après-midi, juste avant de sortir pour le dîner. Rafraîchi, c'est très très bien. Donc, pas spécialement dérangeant pour moi, mais ça peut l'être pour certains. Je pense que c'est intéressant à mentionner. En tant que francophone, on se doit de discuter de la nourriture. Oui, bien sûr, ouais, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Franchement, dans les points les plus négatifs de Panama, pour moi, il y aurait la nourriture. Ouais.
Les supermarchés sont vraiment déprimants. Ouais, ils sont pas bien achalandés, c'est ça le souci. Ouais, surtout quand on vient d'Occident, si vous venez de France, Belgique, Italie, même les États-Unis, leurs supermarchés sont bien mieux achalandés. Ouais. Tu vois, un Whole Food aux États-Unis, c'est super bien achalandé. Et ici, donc, il y a assez peu de choix. La qualité n'est pas terrible. Il faut vraiment se faire son réseau de providers, savoir où tu peux acheter tes fruits et légumes. On a un marché là pas trop loin. Voilà, Foodies, c'est un peu le specialty store, on va dire, avec des produits un peu plus gourmets, un peu sympas. Mais si on va dans les trucs vraiment locaux en supermarché, si tu regardes le poulet, tu vois bien qu'il est bourré d'antibiotiques, tu vas crever si tu manges ça. Donc c'est un vrai problème. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas, comme en France, acheter... je vais dire que le danger d'avoir de la saloperie dans son assiette est beaucoup plus élevé ici, donc ça, il faut faire attention. De toute façon, ça se voit, 60% des Panaméens sont obèses, donc forcément, il y a plein de préservatifs, comme on dit pas ça en français, des conservateurs, des ajouts dans toute la nourriture ici. Donc la nourriture est un peu un problème, surtout au départ, quand on ne sait pas où se fournir. Au niveau des restaurants, par contre, je trouve que la scène culinaire de restaurants ici est de haut niveau. Le McDo, il est bon. Ouais. Je sais pas, j'y suis jamais allé. Mais, je ne vais pas éditer quand tu as dit préservatif, je vais laisser ça dans la vidéo. Mais j'ai vu ta photo comme quoi ils faisaient des promos chez McDo. Si vous voulez battre l'inflation en France, ici McDo fait des promos. Baisse les prix d'une dizaine de pourcents, je crois. Hein, 10, ouais, il y a un menu double, je sais pas, double miel. Donc il y a deux morceaux de viande, double miel avec une frite moyenne, un coca moyen pour $4. Okay. $4. Mais je ne me rends pas compte si c'est... Mais non, oui, ça me paraît pas très cher. Ouais. C'est vraiment pas cher. Ok, par rapport aux autres pays du monde. Mais en dehors de McDo, les restaurants, il y a une belle scène de restaurants. Pas mal de Vénézuéliens qui créent des restaurants. Ils ont bon goût en termes de déco intérieure et tout. Et ça fait partie des endroits où j'aime manger au restaurant à Panama. Ouais. Je m'amuse bien. Niveau palais, c'est bien fourni. Ouais. Bon, là, il est quasiment 9h du soir, on a tous les deux faim, donc on va bientôt on va aller manger. D'aller expérimenter. Voilà, on va aller manger. Donc, première chose, donc, si vous êtes intéressé par la résidence au Panama, j'ai une avocate francophone qui peut vous aider de A à Z, donc il y a le lien en dessous. Et aussi, si vous êtes intéressé par partir offshore, etc., Julien a une formation qui est vraiment très bien faite. Offshore Mastery. Offshore Mastery, il y a un lien en dessous. Tu m'avais montré, c'est donc je fais ça surtout aussi, je fais ça de manière professionnelle. Et donc tu m'as montré ta formation et franchement, je suis impressionné. Il y a vraiment beaucoup de très bons contenus dans cette formation. Il y en a encore plus que ce que tu avais vu. Encore plus qu'avant, ouais. Donc il y a un lien. Parfait. Donc il y a un lien en dessous et aussi si vous voulez faire du e-commerce, devenir libre financièrement et indépendant, etc. Il y a une formation qui est aussi Amazon FBA. Très connue. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.